à tous. Comme d'habitude, le comité d'organisation de Philbio vous souhaite la bienvenue pour cette séance du séminaire. Donc, pour rappel, c'est un séminaire qui a lieu une fois par mois, le vendredi de 14h à 16h. Agathe, Louis et moi-même sommes ravis aujourd'hui d'accueillir pour cette séance Victor Nara, qui est chargé de recherche dans l'UMR 7206 Éco-anthropologie, affilié au CNRS, au Muséum d'histoire naturelle et à l'Université de Paris. Ces travaux portent sur les interactions entre les humains, l'environnement et les animaux, sur les questions de conservation, de la biodiversité et de santé globale. La conservation de la nature est aussi un de ses objets de recherche en termes de dynamique politique, sociale ou écologique, mais aussi un mode d'action avec la formulation de conseils aux partenaires. Il est notamment président de l'association Bonobo Eco. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous présenter ses travaux dans une présentation intitulée « Approche socio-écosystémique des interactions humains-grands-singes, perspectives de conservation et de santé ». Merci beaucoup. Merci Anaïs, merci au comité d'organisation et merci pour votre accueil. Donc j'ai 1 heure, donc ça va être assez dense. Je parle en général assez vite, donc n'hésitez pas à me couper ou à poser des questions même en cours. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est plus dynamique. J'ai juste mis d'abord un rappel de mon parcours pour vous expliquer d'où je parle, parce qu'il me semble que c'est important de savoir de quel endroit je parle. Et donc, je suis vétérinaire de formation. Ensuite, j'ai fait un Master 2 interdisciplinaire au Muséum sur les relations société humaine-environnement. Ma thèse au Muséum sur déjà cette question des interactions humains-bonobo-habitat. Un postdoc à l'Institut Pasteur dans un projet NR de sciences sociales, mais qui s'intéressait au contact humain, primates et les questions de santé, de risques zoonotiques. Et enfin, j'ai été recruté au CNRS dans la section 52, qui est une section interdisciplinaire entre sciences biologiques et sciences sociales notamment. Donc voilà, c'est que je développe tout au long de mes recherches une approche interdisciplinaire qu'on dirait étendue, donc des sciences biologiques et des sciences sociales, et principalement sur les enjeux de conservation et de santé. Donc très rapidement, je vais resituer en une diapo ces enjeux de conservation et de santé aujourd'hui, quelques généralités sur les grands singes qui ne sont pas du tout le cœur, mais quand même c'est important que vous sachiez qui sont les grands singes rapidement. Et ça, pour moi, c'est important, un bref aperçu de l'histoire de la conservation de la nature pour comprendre d'où vient le terme, enfin pas le mot, mais en tout cas les actions opérationnelles de terrain, depuis quand et comment ça s'est forgé. Et ensuite, 2 cas d'études plus concrets, l'un sur les bonobos que j'étudie depuis une quinzaine d'années dans le territoire de Bolobo en République démocratique du Congo, où là, j'essaierai de montrer comment je cherche à simplifier un socio-écosystème en s'intéressant à 3 piliers, humain, bonobo et habitat. Et ensuite, plus sur les enjeux de santé, des recherches qui étaient dans le cadre de mon postdoc, qui sont toujours en cours, sur la notion de contact comme concept qui était peu étudié et qui est pourtant une étape clé de la transmission zoonotique. Donc, souvent, on dit qu'au XXIe siècle, on a une démographie humaine de plus en plus importante et une fragmentation des habitats. Et ce contexte général, donc on peut parler de perturbation, disons, de l'environnement, va aboutir d'un côté à une 6e crise d'extinction de la biodiversité, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, et à un risque de plus en plus important de maladies émergentes. Un livre, il y a une vingtaine d'années, d'un virologue disait que le titre c'était The Viral Storm, donc la tempête virale, pour annoncer de plus en plus de nouvelles maladies virales au XXIe siècle. Les grands singes, dans ce contexte, c'est des espèces vraiment pertinentes comme modèle, non pas forcément comme ce que font la plupart des primatologues pour l'évolution humaine, mais bien pour ces enjeux sociétaux. En conservation, les grands singes sont des espèces emblématiques, donc c'est-à-dire charismatiques. En général, le grand public comprend mieux c'est important de protéger les gorilles que les bousiers ou que les fourmis. Donc il y a vraiment des enjeux là-dessus. Et en plus, les grands singes, comme ce sont les espèces les plus proches de la nôtre, ça peut être des espèces réservoirs de nouvelles maladies pour les humains. Donc il y a des enjeux sanitaires aussi d'interaction entre humains et grands singes. Et l'Afrique centrale est une zone particulièrement intéressante aussi pour ces questions de biodiversité et de santé. C'est le 2e massif de forêt tropicale au monde, après l'Amazonie, et c'est le berceau de nombreuses nouvelles maladies. Le VIH, c'est originaire du sud-est Cameroun, Ebola de RDC, et puis il y a d'autres maladies, le monkeypox, la dengue, plein d'autres qui ne sont pas propres à cette région, mais que dans cette région, mais qui sont aussi là. Donc très rapidement quand même les grands singes. Alors il y a plein de diapos qui ne sont pas tout à fait à jour, hein, mais ça ne change pas le propos. Il y a plus de 500 espèces de primates non humains. Donc déjà, quand on dit primates non humains, c'est parce qu'on considère que l'humain est un primate.
Donc là, on parle des primates hors les humains. Il y a plus de 500 espèces différentes. Donc c'est vraiment un des ordres, phylogénétiquement, un des clades les plus diversifiés. Et les grands singes, ça représente 7, il en manque une nouvelle espèce d'orang-outan décrite il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques années. Mais c'est en gros les bonobos, les chimpanzés, 2 espèces de gorilles et 2 espèces, enfin 3 maintenant d'orang-outan. Toutes ces espèces, donc elles ont des effectifs variés, hein, mais sont menacées. Comme souvent on me dit que j'étudie les bonobos, tout le monde pense que du coup j'étudie des aspects sexuels, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les bonobos, mais ils sont assez connus pour des pratiques sociosexuelles très intéressantes, certes, mais il n'y a pas que ça. Donc je fais un petit rappel entre les chimpanzés et les bonobos, qui sont les 2 espèces les plus proches de nous. Hein. Si on entend les chimpanzés sont plus proches des humains que les bonobos, ça n'a aucun sens, puisque la spéciation s'est faite après la séparation de la branche avec les humains. Donc c'est à 2 millions d'années à peu près la spéciation entre chimpanzés et bonobos. Ces 2 espèces ont une organisation qu'on appelle en fission-fusion, c'est-à-dire que si là, on est un peu passé nombreux, là on pourrait être un groupe d'une communauté de bonobos ou de chimpanzés, mais pas toute la communauté. La plupart du temps, on ne voit pas l'ensemble de ce qu'on appelle nous la communauté. Elles se séparent, donc c'est des fissions en sous-groupes sociaux qui peuvent être variables en taille et en composition, c'est pas toujours les mêmes qui sont ensemble, et dont quelque chose de très dynamique. Ils peuvent se séparer pendant 2 semaines, pendant 2 heures, voilà. Et donc ils peuvent se séparer en 3 groupes, 4 groupes, 6 groupes, 2 groupes, ou des fois être l'ensemble de la communauté. Tout cela dépend principalement de la disponibilité des ressources alimentaires dans le temps et dans l'espace. S'il y a un énorme arbre et qu'on peut être 30 à manger dessus, c'est bon. Si on ne peut pas, on se sépare pour aller chercher d'autres choses à manger. Parmi les grands singes, ce sont les seuls chimpanzés bonobos qui sont multimâles et multifemelles, donc plusieurs mâles adultes et plusieurs femelles adultes dans la communauté. Et elles sont ce qu'on appelle mâles philopatriques, c'est-à-dire qu'un mâle va rester toute sa vie dans sa communauté de naissance, alors qu'une femelle va quitter, va émigrer, va partir de sa communauté de naissance vers l'âge de 6 ans pour les bonobos. Donc 6 ans pour un bonobo, c'est la préadolescence. C'est même pas la préadolescence, c'est la fin de l'âge juvénile, quoi. Et elle va aller visiter d'autres communautés voisines jusqu'à s'installer et, a priori, y passer sa vie. Donc ces 2 espèces très proches. Les bonobos sont globalement plus cohésifs socialement que les chimpanzés, moins territoriaux. Là où chez les chimpanzés, toutes les mâles dominent toutes les femelles, chez les bonobos, il y a une codominance mâle-femelle. Les femelles peuvent attaquer les mâles, ce qu'on ne verra jamais chez les chimpanzés, par exemple. Et en termes d'alimentation, très rapidement, les 2 mangent essentiellement des fruits, mais les bonobos dépendent moins des fruits que les chimpanzés. Ils mangent aussi tous les jours des feuilles, des fleurs, des tiges, des insectes, plein d'autres choses. Et ce que je n'ai pas dit évidemment, les bonobos sont endémiques de la République démocratique du Congo, donc ils ne vivent que dans ce pays, et ce n'est pas qu'ils vivaient ailleurs avant. En bleu clair, là, vous avez la répartition des bonobos. C'est que tout ce qui est à l'est, au nord et à l'ouest, c'est le fleuve Congo. Et le fleuve Congo, c'est le 2e plus gros fleuve au monde, et donc c'est très compliqué à traverser. Donc c'est probablement le fleuve Congo qui a permis la spéciation. Rive droite, les chimpanzés, et rive gauche, les bonobos. C'est des espèces menacées. Alors, tout ça, c'est ce qu'on dit de manière générale. Hein. C'est des infos générales, c'est pas ce que moi je fais, évidemment. Par 3 choses principales. La déforestation. Donc, la déforestation, c'est OK, on enlève la forêt, mais pour faire quoi? Il y a plein de choses. De l'exploitation extractive, donc des mines, du pétrole, du bois d'œuvre, je veux dire. Des monocultures à grande échelle, ce qu'on connaît bien en Asie du Sud-Est par exemple, mais aussi de plus en plus en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et du charbon de bois. Donc là vous avez des photos sur le fleuve Congo de grumes de Wenge et du bois noir, et des sacs de Makala, du charbon de bois pour Kinshasa. Le braconnage, pour le commerce de la viande de brousse, donc ça c'est là où moi je travaille. Ça, c'est Baraka, c'est une femelle bonobo qu'on étudiait, qui a été tuée par cette personne, qui n'était pas issue de la zone et qui a été arrêtée. On pourra en reparler si vous voulez, mais voilà. Et là, c'est un bébé chimpanzé à vendre à Kinshasa, ce qui est interdit évidemment. Ça, c'était il y a 10 ans, la photo, pour $4000 à peu près, ce qui n'est pas très cher en fait, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est interdit. Et de plus en plus, une des nouvelles menaces, c'est les maladies par la proximité avec les humains. Alors il y a des proximités avec les humains qui vivent là, localement, donc ça c'est en Guinée. Non, ça c'est en Ouganda, pardon. Mais il y a aussi la proximité avec les humains en général occidentaux, pas que, en tout cas plus riches, qui viennent visiter ce qu'on appelle le tourisme de vision des grands singes. Et souvent les règles sanitaires de base ne sont pas respectées, donc ça augmente beaucoup les risques de maladies.
Et par exemple, le virus de la grippe humaine, qui est enfin pas bénigne, parce que ça fait quand même beaucoup de morts aussi chez les humains, mais chez des grands singes, ça peut décimer parce qu'ils vont être sensibles sans être immunisés. Donc voilà, donc ça, c'est les 3 grandes menaces générales. Donc l'espèce humaine est certes au centre des menaces, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'aussi au centre des solutions, et que ce n'est pas forcément l'humain en tant qu'espèce qui est structurellement une menace pour ces espèces, mais c'est pour les grands singes, mais c'est plutôt qu'est-ce que vont faire les humains avec tout ça. Et donc il y a une variation des menaces, ça c'est les menaces globales, mais évidemment c'est pas parce que les chimpanzés sont menacés que partout où il y a des chimpanzés, ils sont menacés. Et ça souvent on l'entend pas souvent en conservation, enfin, on l'oublie en conservation. Oui. Est-ce que les vaccins marchent en transespèces? Alors il n'y a pas d'AMM, il n'y a pas d'autorisation de vétérinaire pour ça, mais oui ça fonctionne. Alors moi je suis véto en formation, mais je ne suis pas trop pour cet aspect interventionniste mais les gorilles des montagnes par exemple, Diane Fossé, Gorille dans la brume, tout ça, où il y a beaucoup de tourisme, quasiment tous les groupes existants sont habitués aux humains, et c'est vraiment une gestion presque comme un parc zoologique en milieu naturel. Ils sont tous vaccinés, dès qu'il y en a un qui tousse, ils sont fléchés aux antibiotiques. Voilà. Alors vacciner, ça dépend pourquoi. Souvent c'est pour, je ne sais même plus pourquoi il est vacciné. Alors pour la grippe, je ne sais pas, je pense pas. Mais c'est plutôt pour, même quand à un moment il y a une grosse épidémie d'Ebola, il y en a qui se sont dit, on va peut-être vacciner aussi les gorilles. Donc oui, alors après c'est hors AMM, hein, hors autorisation, mais c'est possible en tout cas. Voilà. Donc les menaces varient en fonction des contextes. Une même espèce n'est pas menacée partout où elle existe, même si elle est menacée globalement, ça ne faut pas l'oublier. Mais ces menaces vont se traduire différemment en fonction des espèces. Les orang-outans, par exemple, qui sont solitaires, ne vont pas avoir le même risque sanitaire que les bonobos qui sont sociaux, puisque si un individu est malade, il ne va pas contaminer les autres parce qu'ils sont solitaires. Alors que chez les espèces très sociales, quand il y a un individu malade, eh ben, ça peut contaminer facilement les autres. Qu'est-ce qu'on appelle la conservation des grands singes? En fait, il y a plein de manières de faire de la conservation. Il y a tout ça, donc on peut le distinguer entre le milieu naturel, c'est souvent ce à quoi on pense, et c'est ce que moi je fais, c'est ce qui m'intéresse. Les sanctuaires, ce qu'on appelle les sanctuaires, c'est quand les bébés orphelins issus du trafic illégal sont récupérés pour être élevés par des mères ou des pères humains. Et il y a beaucoup de documentaires là-dessus, mais c'est assez... bon, bref, c'est intéressant, mais c'est très particulier comme rapport aux animaux. Et puis les parcs animaliers qui sont passés depuis une vingtaine d'années d'un lieu de divertissement à un lieu, en théorie en tout cas, de sensibilisation, d'information du grand public, de financement aussi de la conservation en milieu naturel, etc. Et quand on parle de conservation en milieu naturel, tout ça c'est très caricatural évidemment, mais c'est pour montrer qu'il y a un double gradient là, pour dire qu'il y a plein de manières de faire de la conservation. Ce à quoi on pense souvent, c'est le parc national, le plus strict, on vire les gens et on dit que cet espace est que pour les animaux. Mais il y a d'autres manières, et c'est de ça que je vais parler, de faire de la conservation. Alors la conservation, très rapidement aussi, en fait, on considère que ça commence à la fin du 19e siècle. 1872, c'est la création du premier parc national, Yellowstone aux États-Unis. Et donc, c'est là aussi apparaît la notion de wilderness, de sauvage, qui est très, très critiquable à mon avis et qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que c'est le socle de plein de choses, considérant que c'est une notion universelle, quoi, le sauvage, le wilderness. Et que l'humain n'est pas dans cette nature sauvage. Il est attiré, c'est attractif, c'est un fantasme, et en même temps c'est dangereux, mais il n'y vit pas. Sauf éventuellement des pygmées, parce que eux, évidemment, ils auraient le droit d'être là-dedans. Donc il y a John Muir pour lui, c'était l'importance de protéger les espaces naturels pour eux-mêmes. Donc sans une idée d'exploitation des ressources durables, c'était vraiment pour la protection. Et donc ce rapport à la nature, il est au centre de la genèse des politiques de conservation, mais il n'est pas partagé. Première moitié du XXe, on est en plein contexte colonial. En 1925, il y a le premier parc national qui est fait en Afrique, le parc Albert, qui est aujourd'hui le parc des Virunga, dans l'actuelle République démocratique du Congo, à l'est, là où il y a tous les problèmes actuels, le Kivu, avec le Rwanda et tout ça. Et donc dès 1925, il y a une expulsion des populations locales qui vivaient sur leurs terres pour faire ce parc national. Comme argument, le parc, c'est protéger des espèces qui seraient sinon décimées par les locaux, mais permettant aux colons de faire de la chasse à trophée, la chasse de subsistance étant considérée comme un peu inintéressante, alors que la chasse sportive à trophée étant beaucoup plus importante à mener. Et en 1928, donc c'est colonial, il y a l'Office international de documentation et de corrélation pour la protection de la nature qui est créé, qui est en fait la mise en commun de différents administrateurs coloniaux, même de différents pays, pour s'intéresser à la question de la nature. Et c'est ça qui a donné, dans les années 50, l'actuelle UICN, Union internationale pour la conservation de la nature,
qui est une organisation qui rallie à la fois des gouvernements, des scientifiques, des ONG. Donc c'est ça la genèse. Et donc, dans cette première moitié du XXe, la conservation, c'est vraiment un outil de gestion des espaces, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et des humains, pour répondre à des objectifs. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui fixe ces objectifs et comment, quel conflit ça peut engendrer. La deuxième moitié du XXe, on est en contexte post-colonial. Le WWF, par exemple, est créé en 1961. Par qui? Par des anciens experts de la nature, administrateurs coloniaux, qui avaient perdu leur poste après les indépendances et qui vont recréer des ONG pour faire ça. Et les années 70, c'est le début du programme de l'UNESCO Man and Biosphere, qui dit non mais l'humain doit être dans la nature et du coup il faut qu'on fasse de la conservation un peu différemment. 92, Rio, la Convention sur la diversité biologique, dans lequel est inclus un article sur l'importance des savoirs des populations locales dans la gestion des ressources, l'article 8J. Et 94, on a l'UICN, toujours active aujourd'hui évidemment, qui est une organisation par ailleurs très importante, hein, mais voilà, qui crée des catégories d'aires protégées en fonction des droits d'accès, des modes de gouvernance, etc. Donc ce contexte post-colonial, c'est là où on voit qu'on passe d'une conservation stricte, voulue au début, à une prise de conscience qu'il faut intégrer conservation et développement. Il y a eu des dizaines d'années de recherche sur ces enjeux, comment on intègre conservation de la nature et développement local. Développement socio-économique, hein, j'entends. Et cette importance de prendre en compte les humains qui vivent sur ces territoires qu'on cherche à administrer différemment, avec beaucoup d'échecs et beaucoup de conflits. Et aujourd'hui, au XXIe, en fait, c'est une augmentation des contestations, de plus en plus de développement de défense des ONG de plaidoyer pour les droits autochtones, par exemple, comme Survival. Et en 2016, Survival a porté plainte auprès de l'Union européenne contre le WWF pour maltraitance des populations locales dans plusieurs endroits d'Afrique centrale. Tout ça, ce très bref aperçu, il est tiré du livre de Guillaume Blanc, qui est très intéressant, qui s'appelle « L'invention du colonialisme vert », et qui retrace un peu, alors beaucoup plus en détail évidemment, mais cette histoire de la conservation qui me semble essentielle pour comprendre c'est quoi aujourd'hui. En fait, beaucoup de gens qui font de la conservation n'ont pas de regard, n'ont pas une approche réflexive ou critique sur ce qu'ils emploient ou pourquoi ils pensent que c'est ça qu'il faut faire, quoi. C'est considéré comme normal. Et en fait, c'est pas si normal que ça. Et donc la conservation, c'est aussi pour moi un objet de recherche dans ce qu'on peut appeler une anthropologie de la conservation qu'on développe dans notre laboratoire, qui est développé par ailleurs, où les principales questions seraient d'analyser qui décide de protéger quoi, comment et pourquoi, et quel conflit ça peut engendrer. Donc, j'ai parlé d'approche socio-écosystémique. Donc, ce qu'on appelle un socio-écosystème, il y a une définition qui est écrite ici. En gros, c'est juste de considérer que l'humain vit dans les écosystèmes, un peu partout sur la planète, et qu'il n'y a pas d'écosystème sans humains. Et c'est pas qu'il y en avait 100 ans et qu'il n'y en a plus, hein, c'est qu'il n'y en a probablement pas eu depuis très longtemps quand même. Et pourquoi c'est important à mon avis? Parce que pour des écologues ou pour des conservationnistes, l'humain est souvent soit un perturbateur, soit un protecteur. Et même pour des écologues dont le travail étudie, voilà, l'humain c'est souvent quelque chose qui nous embête, quoi. On veut plutôt aller étudier des endroits où ça va être le plus loin possible des humains pour retrouver quelque chose le plus... voilà, en primato, il y a ça souvent. On veut être loin des humains parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de perturbation. Mais en fait, on peut prendre le truc inverse, c'est plutôt de s'intéresser aux interactions. Et moi, c'est pour ça que je m'inscris dans cette démarche du socio-écosystème. Donc, de manière très simple, on peut le représenter comme ça, c'est considérer qu'on a 3 piliers. Donc, dans mon cas, les grands singes, mais ça peut être d'autres trucs. Là, en RDC, plutôt les bonobos, les dynamiques d'habitat et les humains, et comment tout ça est en interaction. Comment les activités humaines vont pouvoir agir négativement ou positivement, c'est pas la question, mais les dynamiques sur les habitats, sur les grands singes, les liens entre habitats et grands singes, en incluant les humains, pas que les locaux qui vivent là, mais nous, les chercheurs, les conservationnistes, les politiques, etc. Et dans mon cas, en tout cas, mais on peut le faire pour plein de choses différentes, dans des enjeux de conservation et de santé. Donc le socio-écosystème, ce serait en santé, c'est un peu comme l'approche One Health, quoi. C'est une question très naïve, mais cette perspective de dire on chercherait plutôt des endroits où il n'y a pas d'humains, mais en l'occurrence on est des humains et de toute façon on introduit des humains. Enfin, c'est... Exactement, mais sauf que, alors c'est pas tout le monde qui fait ça, il y a plein d'endroits de sites de long terme en primato où justement c'est des endroits où c'est très proche des humains et c'est ça qui les intéresse, mais pour les bonobos, il y a un autre site par exemple où je sais que la chercheuse qui l'a monté m'a dit nous on voulait être le plus loin possible des villages, parce qu'on voulait le moins de perturbations, sous-entendu de perturbations sur les comportements entre guillemets naturels des bonobos. Donc en fait, quand on parle de humains, c'est les
Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je disais, là, en humain, quand moi je parle d'humain, c'est aussi nous y compris. Les humains, c'est-à-dire tous, pas que ceux qui habitent là, ceux qui viennent faire des recherches, parce qu'en fait, quand on fait de la recherche, on est un acteur parmi d'autres, et il ne faut pas considérer que, moi je pense qu'on n'est ni objectif, ni neutre, ni pas du tout. Donc, maintenant, on va rentrer dans, plus généralement, introduire la question des bonobos et de leur conservation. Alors, la carte n'est pas à jour, mais on s'en fiche. En orange, donc là, c'est le fleuve Congo. On ne le voit pas bien, il est comme ça. En orange, c'est les limites de l'aire de distribution des bonobos. C'est 2014. En fait, là, maintenant, il y aurait une grosse tache orange ici. Et les points, les étoiles blanches, c'est tous les sites d'études qui ont existé, mais il n'y a plus que Louis Cotal, Wamba et Kokolopori. Les autres sont plus actifs. Et là où moi je travaille, c'est ici, pour info. Et donc, on va y venir. Ce qui est intéressant, c'est que dans le seul parc national qui a 2 blocs, 36 000 km², c'est quand même beaucoup, où sur l'aire de répartition des bonobos, un chercheur, il y a plus de 15 ans, a montré que plus il y avait d'activité humaine, moins il y avait de chances qu'il y ait de bonobos. Donc on fait des transects, donc des chemins dans la forêt, on note tous les indices de présence des humains, des bonobos. Et voilà, donc ça colle très bien avec ce qui est attendu. La présence d'activité humaine est un facteur qui diminue la probabilité de présence des bonobos. Mais dans ce même parc national, il y a une chercheuse qui a montré en 2008 que, alors que tout le monde avait été viré, il a été fait dans les années 80, je crois, ce parc, il y a des villages, des Yaélima, qui ont refusé de partir et qui ont réussi à rester dans le parc. Et ces Yaélima, ils respectent un interdit alimentaire sur les bonobos qu'ils ne mangent pas. Et cette chercheuse a montré que la plus forte densité de bonobos dans le parc était à proximité de ces villages, à quelques kilomètres. Donc, et après, quand on lit mieux le premier papier, pour lui, activité humaine, c'est principalement les indices de chasse. Ce qui est totalement faux, les humains ne font pas que de la chasse. Ensuite, sur l'aire de répartition générale de toute l'aire de répartition des bonobos, il y a une étude il y a une dizaine d'années de modélisation, donc on prend quelques points d'échantillonnage et on modélise après plus généralement, qui nous dit qu'il y a 2 facteurs significatifs qui ressortent. Plus l'habitat est fragmenté, donc ça c'est grâce aux images satellites, on calcule la fragmentation de la forêt. Donc, la fragmentation, c'est le linéaire de lisière sur la surface de forêt. Plus il y a de linéaire pour une même surface, plus c'est fragmenté. Plus il y a de fragmentation, moins il y a de bonobos. Et plus il y a d'humains, alors dans ce modèle, c'est la distance à la route, parce que les routes, elles peuvent se voir par image satellite. Donc chaque pixel à une distance à la route. Plus on est proche des routes, et donc ici considéré des humains, moins il y a de bonobos. Mais ce modèle fonctionne, d'après cette chercheuse, très bien sur l'aire de répartition des bonobos, sauf à l'ouest, ici, là où moi je travaille. Où là, en fait, c'est très fragmenté, il y a beaucoup d'humains, et pourtant il y a des bonobos. Moi, je ne le savais pas avant d'y aller, hein. Ça c'était après que j'y étais, qu'il y a ce papier sorti. Mais c'est d'autant plus intéressant pour moi, puisque ça montre la particularité de cette zone d'étude et pourquoi c'est intéressant d'y aller. Donc, il y a des variations de l'influence des activités humaines en fonction des contextes. C'est de dire activité humaine, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut aller préciser ça. Et un intérêt particulier pour cette zone au sud-ouest de l'aire de répartition. Si on reprend le modèle où plus il y a d'humains, moins il y a de bonobos, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que le bonobo est un compétiteur pour l'humain aussi? Alors, un compétiteur... Pour les ressources? Non, pas un compétiteur, mais il y a des études qui ont cherché sur certaines espèces à regarder les usages communs de certaines ressources. Ça peut être vrai au Sénégal, les chimpanzés en savane au Sénégal, qui aiment beaucoup les fruits de Saba, je ne sais plus quoi, Saba sénégalensis, je crois, et que les humains utilisent aussi en ressources économiques. Donc là, il peut y avoir, mais en RDC, sur les bonobos, il n'y a pas trop ça, à ma connaissance en tout cas. Et donc ça, c'est la carte de probabilité de présence. Plus c'est jaune, plus c'est clair comme ça, plus il y a de chances d'avoir des bonobos. Mais quand on compare ça avec les points d'échantillonnage disponibles, en fait, en gros, ça reprend pas mal. Toutes les grilles, là, c'est là où il y a déjà eu des études de présence. En fait, ça reprend pas mal ça, quoi. Le modèle, il généralise assez peu, finalement. Donc voilà jusqu'à présent ce qu'on étudiait chez les bonobos. Ça, c'est des images Google Earth à 10 km d'altitude, donc c'est dans la grande forêt, hein. Là, on a 10 km d'altitude et on voit que du vert. Et là où moi je travaille, ça donne ça à 10 km d'altitude, donc c'est une mosaïque forêt-savane, c'est un habitat fragmenté. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Pour info, pour les chimpanzés, on a beaucoup plus de diversité d'habitats étudiés. Il y a plus de 20 sites d'études de long terme de chimpanzés, ils sont présents dans plus de 20 pays, et à la fois dans la grande forêt, mais aussi comme ça dans des mosaïques de forêt, d'agriculture, proches, même en savane. Voilà. Donc les bonobos, on les connaît surtout dans la grande forêt, et pour des questions évolutives qui, moi, m'intéressent peu, mais aussi pour des questions de conservation, c'est vraiment important de mieux comprendre leur flexibilité écologique et comportementale.
comment se comportent les bonobos dans un habitat fragmenté à proximité d'humains. Et donc c'est là le territoire de Bolobo. Ce qui est intéressant, c'est donc un habitat fragmenté. Et les populations locales, les Batékés, ont un interdit alimentaire sur les bonobos. Et en plus, il y a une ONG locale avec qui moi je collabore depuis le début, qui a été créée il y a 25 ans, qui s'appelle Unbo Montour, un peu plus, 27 ans. Donc, pendant toute ma thèse, ce que j'ai montré à peu près, c'était de se dire comment, en théorie, cette région est peu propice à la présence des bonobos, parce que c'est fragmenté, c'est proche d'humains, c'est proche du fleuve, proche de Kinshasa, qui est quand même une énorme ville, la deuxième plus grande d'Afrique, je crois. Et en fait, moi, j'ai repris un peu chacune des menaces et comment elles se traduisaient localement. Et donc, j'ai pu montrer que, en gros, cette zone-là était largement propice à la conservation des bonobos, malgré l'aspect fragmenté, essentiellement parce que ces populations locales ont un interdit alimentaire et se sont emparées des questions de conservation communautaire. Quelques photos de bonobos que nous, on étudie. Juste, il n'y en aura pas beaucoup, donc c'est juste pour que vous voyez ce que c'est des bonobos. Ils ont des prénoms parce qu'on les reconnaît. Et en fait, pour les suivre, ça demande 4 à 5 ans de travail quotidien pour qu'ils s'habituent à notre présence. Donc des gorilles, ça prend 6 mois, des gorilles de montagne. Des lémuriens, ça prend 2 jours. Les bonobos, pour les habituer à notre présence, ça prend 4 à 5 ans. Ils sont tagués? Ils sont Tagués? Ah non. Ils sont poussés? Alors on n'a pas le droit, hein. Les recommandations internationales, il n'y a pas de téléanesthésie sauf urgence, on ne met pas de collier, c'est que de l'observation. Alors c'est jamais neutre évidemment, mais voilà. Et donc par exemple, mais j'ai pas le temps, donc on regardera les vidéos si on a le temps. C'était pour montrer les différences de comportement en fonction du statut d'habituation. Donc on a ça je l'ai pas mis, mais en fait j'ai formé des assistants scientifiques locaux. Eux c'est une formation mutuelle. Eux ils m'ont formé à la forêt, à l'observation, à la recherche de traces et tout ça. Et moi je les ai formés à la prise de données scientifiques, GPS, vidéo, collecte de crottes pour faire de la génétique ou de la biologie moléculaire. Et grâce à ça, on a des données de long terme, parce que moi, évidemment, je ne vais pas passer ma vie en RDC, enfin, j'aime beaucoup y aller, mais je veux dire, ma vie, elle est plutôt ici quand même. Donc on a une équipe locale qui permet de suivre quotidiennement les bonobos. Et ça, c'est un papier à partir de 2 années de données, donc un peu moins de 800 points GPS, pour regarder où sont les bonobos dans l'habitat fragmenté. Donc tous les points noirs, c'est les points GPS. Il faut regarder cette carte, là, en bas à droite. Plus c'est rouge, plus les bonobos ont passé du temps à ces endroits. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser d'après la littérature, ils n'évitent absolument pas les lisières. Ils ne se contentent pas d'être au cœur de la poche de forêt. Au contraire, leur domaine vital, le cœur du domaine vital, le truc en blanc là c'est la route, en gris clair c'est la savane et en noir c'est la forêt. Et donc les points rouges, ils sont vraiment pas loin de ces zones de lisière. Et tous les points bleus, c'est sur la même période de 2 ans, tous les indices d'activité humaine qu'on a relevés. Et c'est aussi, ça montre le chevauchement spatial, le partage d'environnement entre humains et bonobos. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont au même endroit au même moment. C'est qu'ils utilisent les mêmes espaces, mais pas forcément au même moment. Les humains maintenant, rapidement, parce que je dois un peu balayer tout vite, donc c'est les Batékés qui dépendent de la forêt pour plein de choses. Donc les villages sont en savane, mais les champs sont en forêt. Donc là c'est un champ de manioc en haut à droite. La chasse, plein de techniques de chasse différentes, plein de techniques de cueillette alimentaire pour différentes choses, de collecte de matériaux, de pêche, plantes médicinales, etc. Donc il y a une dépendance matérielle à la forêt, mais on peut dire qu'il n'y a pas que ça, il y a une relation beaucoup plus profonde avec l'espace forestier, qui est là est largement caricaturé, hein. J'y vais un peu à la hache pour balayer plusieurs aspects. Il y a par exemple le jour de Mpika, qui est après 3 jours travaillés, le 4e, c'est comme notre dimanche, mais tous les 4 jours, on n'a pas le droit d'entrer en forêt. D'après la coutume, hein, en fait. La coutume, évidemment, tout le monde ne la respecte pas, loin de là. Mais c'est bien connu. Et ce que j'ai pu montrer pendant mes recherches, c'est que si on savait que les Batékés avaient un interdit alimentaire sur les bonobos, j'ai un peu creusé cet aspect pour montrer que ce n'est pas juste un interdit alimentaire, c'est un évitement des rencontres. C'est-à-dire que pour les hommes comme pour les femmes, rencontrer les bonobos en forêt, c'est un mauvais présage. Parce que dans cette zone, je ne l'ai même pas dit d'ailleurs, le bonobo est considéré comme un humain déchu, ce qui est commun à peu près à toute l'Afrique centrale, et même en Afrique de l'Ouest, pas mal. Pour les grands singes, souvent les grands singes sont des humains déchus, c'est-à-dire des humains qui ont rompu un pacte social. Là, pour les bonobos, c'est que le bonobo avait une dette qu'il n'a pas pu rembourser, et d'après la coutume, on devient esclave de la personne à qui on doit de l'argent. Étant fier et ne voulant pas devenir esclave, il a fui dans la forêt et c'est devenu un bonobo. Donc, les chasseurs disent, si on tue un bonobo, c'est comme si on tue un humain. Les fois d'après, tu crois tirer sur une antilope, tu verras, tu tueras un humain.
Maintenant, sur l'initiative locale de conservation communautaire, cette ONG Mboumontour, qui est vraiment extrêmement intéressante, à la fois du point de vue opérationnel de ce qu'ils font, mais même comme objet de recherche, comme cas d'étude, qui est assez rare en fait. Donc ils ont 3 piliers d'action. Le développement local, c'est une ONG de développement au départ. C'est pas du tout une ONG de conservation. Le but, fin des années 90, c'est d'améliorer les conditions de vie locales, de sensibilisation sur, parce que dans les années 2000, il y a eu une érosion de l'interdit alimentaire sur les bonobos, et puis de conservation avec suivi des bonobos et mise en place d'aires protégées communautaires dont je vais parler. Je passe là-dessus, sinon je ne vais pas y arriver. Ce qui est vraiment intéressant avec cette ONG, donc ici vous avez une carte où là c'est le fleuve Congo, c'est une petite échelle, 4 km ici. Les cercles jaunes, c'est là où il y a des bonobos qu'on a habitués. Enfin moi je travaille que là c'est l'ONG Mboumontour qui l'a fait. Au départ avec le WWF, mais le WWF est arrivé après, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été une initiative internationale ou gouvernementale ou de chercheurs, c'est une initiative locale, ce qui est très rare. Et tous les petits liserés gris là, c'est ce que les villages ont décidé de donner pour la conservation communautaire des bonobos. Et donc ça a été tout un processus qui a pris plus de 10 ans, mais ce qui est important à comprendre, c'est que contrairement à un parc national, ici, c'est les villages eux-mêmes qui ont décidé les règles dans de nouveaux espaces, qu'on peut appeler des espaces protégés, mais en disant on n'a pas le droit de chasser ou de pêcher, de chasser au fusil, même si on ne tue pas les bonobos, ça va les déranger. On ne fait pas de pièges, sinon il peut y avoir des mutilations, des pièges à câbles, décollés. Mais on peut cueillir des chenilles, on peut cueillir des champignons, voilà. Et donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est cette conservation communautaire, comment les populations locales se sont emparées du sujet, mais après, qu'est-ce que ça implique aussi. Et donc ces espaces protégés, c'est une sorte de compromis entre la protection et l'utilisation, les besoins locaux qu'ont les humains, quoi. Essayer de trouver ce compromis-là. Et récemment, la loi a évolué en RDC, et depuis 2018, il y a ce qu'on appelle les concessions forestières des communautés locales, les CFCL, et donc ces forêts-là maintenant sont des CFCL, et c'est en fait des espaces déterminés par le code forestier, qui vise, au départ, ce n'est pas de la conservation, un multi-usage pour une gouvernance locale. Une communauté villageoise va dire on va faire un plan de gestion à 5 ans sur tel espace pour faire de l'exploitation artisanale du bois, pour faire de l'agriculture, ou pour faire de la conservation, ou pour faire du tourisme. Et donc ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que les CFCL, ce n'est pas considéré comme une aire protégée au sens de la loi congolaise, et donc on sort du monopole de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est l'organisme d'État qui gère toutes les aires protégées. Or, c'est un organisme centralisé, avec tout ce que ça implique en termes de méconnaissance du lieu d'action, en termes de tout ça. Et donc, le CFCL, c'est vraiment un moyen, de mon point de vue en tout cas, d'échapper à la conservation classique, tout en pouvant faire de la conservation. Et c'est, en théorie en tout cas, très gouvernance locale, avec une assemblée communautaire, c'est l'ensemble des villageois. Ils élisent un comité, ils déterminent des objectifs, un comité de gestion, un comité de suivi, un conseil des sages, et tout ça est par village et est vraiment destiné à gérer ces espaces de foresterie communautaire, de concession forestière locale. Donc moi, la première fois que j'y étais, c'était en 2008, et j'y vais à peu près chaque année depuis, sauf à quelques années près. Et en 15 ans maintenant, moi j'ai vraiment vu des changements, y compris à cause de moi, en tout cas, voilà. Et donc en 2015, à la fin, j'avais fini ma thèse, mais c'est sorti en 2015, je me suis aussi intéressé à l'ethnoécologie, donc c'est-à-dire aux pratiques et aux savoirs et aux représentations qu'ont les populations locales vis-à-vis, là, l'ethnoécologie des bonobos, vis-à-vis des bonobos, et on a bien montré qu'il y avait des changements de statut. Le bonobo, du point de vue juridique, il est créateur de normes du point de vue coutumier parce que c'est un animal interdit, mais il devient l'animal fer de lance de nouvelles normes créées par cette foresterie communautaire, par des aires protégées qui sont destinées à la conservation du bonobo. Il y a eu des changements économiques importants, les personnes se sont dit, au début personne ne le croyait, le président de l'ONG congolaise en 2000 quand il a dit les blancs viendront voir les bonobos dans 10 ans comme vous iriez voir la tour Eiffel, tout le monde lui a rayonné. Mais en fait, 10 ans après, il y avait bien des blancs qui étaient là, même moi, pour voir les bonobos. Et donc aujourd'hui, il y en a plusieurs qui disent les bonobos, c'est le diamant de Bolobo. On n'a pas de diamant comme à l'est du pays, ni d'or, mais nous, on a les bonobos. Et il y a un espoir de moteur de développement qui, évidemment, qui crée aussi des problèmes, des attentes et des frustrations. Et aussi des changements de statut écologique, c'est-à-dire qu'on voit dans les discours
une hybridation de savoir entre des discours du WWF, des discours de chercheurs comme nous, et des discours liés à la coutume. Et donc je vous parle de ça ici, c'est juste pour montrer comment les aspects sont extrêmes, les choses sont très dynamiques. On ne peut pas dire les Batékis se comportent comme ça dans cette zone avec les bonobos, ça dépend en quelle année, quoi. Donc, et moi ce qui m'intéresse c'est de suivre les changements et de comprendre comment les facteurs qui influencent ces changements. Donc par exemple, rapidement, ça c'est un groupe de musique qui a été créé en 2010, qui s'appelle Bonobo Folk, qui tourne pour des messages de conservation et pas que. Et là, ils reprennent le mythe dont je vous ai parlé d'origine du bonobo. Le bonobo vivait au village et à cause de l'impôt, il fut des afflux dans la forêt. Voilà, on pourra la réécouter si vous voulez. Alors CCFCL. Et CCFCL, il y a une thèse qui vient de commencer là-dessus, là que j'encadre, parce que c'est hyper intéressant. C'est un nouvel outil qui est génial, quoi, du point de vue de la gouvernance locale, en théorie. Mais si on regarde la carte, c'est sur le site internet de suivi des CFCL, on voit que un tiers, un quart sont demandés par le WWF, donc par une ONG internationale. Et en fait, on se rend compte, et la thèse commence vraiment là-dessus, comment cet instrument qui n'est pas fait pour la conservation au départ, qui fait pour du multi-usage et une autodétermination locale de ce qu'on veut faire, et de la gouvernance locale, mais que c'est beaucoup plus rapide. Monter un dossier CFCL quand on a les moyens, ça prend moins de 2 ans, quoi. C'est vachement rapide. Faire un parc national, ça prend 15 ans à peu près. Et c'est beaucoup plus contraignant. Donc des CFCL, c'est des petites surfaces, mais en plus, on a l'argument de dire, mais c'est avec les populations locales, c'est participatif. Et on a plusieurs témoignages de villages qui sont dans des CFCL, demandés par le WWF, et les gens ne le savent même pas. Donc ce qui est censé être participatif et tout ça peut être largement détourné. Ce qu'on appelle les bingos, là en haut, c'est les Big International NGOs. Donc c'est WWF, WCS, CI, les grosses ONG internationales de conservation, qui ont donc une origine coloniale ou post-coloniale. Voilà, et donc c'est un instrument largement détourné. Bon, ça va. Donc, c'est pour ça que je dis il y a peu de bonobos. Ce que je voulais vous montrer là, c'est vraiment très rapide, hein, mais c'est comment les bonobos, les étudier en habitat fragmenté, qu'est-ce que ça peut nous dire par rapport au reste de l'aire de répartition, puisque c'est un habitat fragmenté. Donc là, je vais montrer qu'un exemple de carte, mais ils évitent pas les lisières et ils sont en chevauchement spatial important avec les humains. C'est une zone de coexistence. Il n'y a pas le territoire des bonobos et le territoire des humains, comme ce qu'on attendrait d'un parc national, par exemple. Et il y a des aspects vraiment politiques de la conservation de la nature, avec un enjeu de gestion des forêts. Et il y a ces injonctions globales en conservation, dans le monde occidental en tout cas. On entend beaucoup l'urgence à agir. Il y a 20 ans, on disait dans 20 ans, il n'y aura plus de grands singes. Aujourd'hui, mais vite, tout est en train d'être détruit. Donc, il y a des endroits où c'est vrai, il y a des endroits à Madagascar où tout brûle très vite, Bornéo, voilà, ok, mais sauf qu'il ne faudrait pas que ça guide tous les modes d'action, parce qu'en fait, ces injonctions globales-là, ne connaissant absolument pas les modes de vie locaux, et puis ils s'en fichent en plus globalement, ça ne fait qu'augmenter les conflits, augmenter de l'insécurité, de l'incertitude sur plein de choses. Et là, je viens d'avoir un projet ANR, donc de l'Agence nationale de la recherche, l'année dernière, assez gros projet qui vient de commencer, FragPan pour Pan, Paniscus et les bonobos, et Frag pour fragmenter, pour avoir une approche régionale. Parce que là, je vous ai parlé que de ce petit endroit en vert, mais en fait, l'aire de répartition actuelle des bonobos connus, c'est là, et puis après, il y a tout le gros bloc central ici, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe entre les deux. Et donc, le nouveau projet là qui est en cours, qui est aussi socio-écosystème, c'est-à-dire on va étudier dans toute cette zone-là, 30 000 km² à la fois les bonobos, des questionnaires sur les humains, des changements de couverture forestière avec des images satellites, avec une approche un peu historique, enfin 50 dernières années, pour mieux comprendre, est-ce que les bonobos qui vivent là, ils sont isolés ou pas des autres, parce que ça, c'est très important pour la viabilité de la population potentiellement, et pour pouvoir voir s'il y a des corridors ou des barrières de migration, et avec une idée de recherche-action, en fonction de ce qu'on va trouver, pouvoir faire des recommandations, mais en considérant que les humains sont aussi importants, sinon plus que les bonobos, c'est-à-dire si un endroit est un couloir de migration et on le détermine comme tel, comme étant très important pour les bonobos, mais que dans cette zone, les humains ils sont totalement contre la conservation, qui ne veulent pas en entendre parler, on ne va évidemment pas recommander de faire de la conservation là, mais plutôt d'aller mieux comprendre pourquoi ces humains sont totalement contre la conservation.
Donc le bonobo est une espèce qui est menacée globalement, mais pas forcément menacée partout où elle est présente. Il y a des contextes très variés d'interaction, de coexistence humain-grand singe, et je sais que j'étais très vite parce que je voulais balayer plusieurs aspects, mais ça me semblait vraiment important d'essayer de prendre du recul et juste de montrer ce cas d'étude sur cette zone fragmentée du territoire de Bonobo. Et un cas d'étude peut aussi permettre une réflexion plus générale, parce que moi, c'est en allant là-bas depuis 15 ans que je me rends compte comment, plus ça avance, comment ce cas d'étude, cet exemple, permet de questionner des pratiques plus fréquentes ou même des concepts plus généraux autour de la conservation. L'importance de la réflexivité, qui est malheureusement encore très rare. Dès qu'on fait des sciences sociales, on l'apprend assez vite, mais quand on n'en fait pas du tout, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, de comprendre d'où on parle et la limite de ce qu'on peut faire ou pas faire. Et donc, moi, ce qui me semble aussi très important pour ces actions de terrain et pour la recherche de terrain en général, c'est de développer cette interdisciplinarité entre sciences biologiques et sciences sociales. Même si ce n'est pas notre objet de recherche, c'est quand même important de comprendre comment vivent les humains là où on travaille. Est-ce que vous avez juste des petits... Avant que je passe à la question de santé, vous avez Je peux enchaîner. Donc ça, c'était vraiment essayer à partir de ce cas d'étude de se dire, ok, la conservation, c'est pour ça que je voulais vous faire l'aperçu historique au début. D'où vient la conservation? Comment elle est menée? Je ne l'ai pas trop dit là, mais comment, à partir de ce modèle de Beaumontour, en RDC, ça permet de voir qu'il y a des alternatives possibles à la conservation, qui ne sont pas forcément réplicables, mais que chaque socio-écosystème, donc un endroit déterminé à un moment donné, est très particulier, et qu'on ne peut pas appliquer des recettes soi-disant qui marcheraient partout. En conservation, ça ne fonctionne pas du tout, et donc ça prend du temps, et ça nécessite de faire émerger des cas d'études comme ça pour illustrer ces propos. Alors, mon deuxième aspect, et en fait, dans mes recherches, j'essaye de relier ces deux enjeux de santé et de conservation, concerne les contacts entre les humains et les animaux. Et plutôt les grands singes. Je vais parler des autres très très vite à la fin, mais plutôt les grands singes. Donc la plupart des MIE, c'est les maladies infectieuses émergentes, donc les nouvelles maladies, soit qu'on connaissait ailleurs mais qui émergent dans un nouvel endroit, soit qu'on ne connaissait pas, sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies provenant des animaux. C'est 2 tiers quoi, à peu près. Des nouvelles maladies viennent des animaux, que ce soit des animaux domestiques ou non domestiques. Et il y a plein de facteurs qui interviennent dans cette transmission zoonotique. Il y a la distance génétique entre les hôtes. Donc, est-ce que les grands singes, du coup, ils sont très proches de nous? C'est un facteur favorisant. Mais les chauves-souris qui sont très loin de nous sont aussi des réservoirs très importants, donc il n'y a pas que ça. Il y a des aspects immunitaires, donc assez complexes, là, avec les complexes majeurs d'histocompatibilité et plein d'autres choses, donc des aspects moléculaires, disons. Mais il y a aussi des aspects sur comment les humains vont interagir avec les animaux et comment ces pratiques humaines, ce qu'on appelle le contact, qui va être une étape clé de la transmission. Les primates non humains sont considérés par défaut comme des réservoirs ou au moins des amplificateurs. Donc ils peuvent se contaminer par d'autres espèces, amplifier une nouvelle maladie, c'est-à-dire commencer à la faire adapter à un organisme primate et qu'elle se diffuse auprès de pas mal d'individus et que ça augmente après le risque de passage aux humains. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a pas mal, surtout des virologues qui étudient ça, les risques zoonotiques. Et ils se sont beaucoup focalisés sur les questions de chasse et de découpe, considérant, à raison au début en tout cas, que les contacts avec les fluides biologiques, avec les urines, avec le sang, avec les excréments, sont le cœur des transmissions possibles. Donc la chasse et la découpe. Mais, d'abord, ça stigmatise et ça caricature les actions humaines dans les espaces en Afrique centrale par exemple, ou ailleurs. Et en plus, c'est très très simpliste parce qu'il y a une diversité qu'on appelle d'engagement, pas juste d'interaction. La manière dont les humains vont être engagés avec ces animaux-là sont variées. Quand on chasse, c'est pas que pour avoir à bouffer, c'est pas vrai du tout. La chasse, ce n'est absolument pas que quelque chose d'accès aux protéines animales. C'est aussi une activité sociale beaucoup plus complexe et ça me semble important de comprendre ça. Et donc la question qu'on s'est posée, ça c'était pendant mon postdoc dans un projet ANR, qui est exposé au contact avec les primates et comment? Par exemple, ça a démarré de ce papier-là, auquel j'ai participé aussi, l'émergence du VIH. Je ne sais pas si vous savez comment... le VIH1 groupe M, donc il y a plusieurs VIH, le sida, le virus du sida, il y en a plusieurs sortes, et le VIH1 groupe M, celui qui est pandémique, celui qui est le plus fréquent sur la planète, ils ont rassemblé les séquences génétiques, ils ont collecté des crottes de grands singes, parce que les grands singes étaient déjà considérés comme probablement la source du VIH
dans plein, genre c'est 3000 crottes de chimpanzés, ou je sais pas quoi, vraiment beaucoup, dans plein d'endroits, et ils ont trouvé comme ça que le VIH1 groupe M, l'origine probable, d'après les séquences génétiques, c'était le sud-est du Cameroun. Et à partir de là, avec l'horloge moléculaire que vous devez à peu près connaître, ou en tout cas, voilà, qui est aussi très critiquable pour plein de points, mais qui est quand même un outil pouvant être intéressant, ils ont daté le saut d'espèce, le spillover, donc le passage du chimpanzé à l'humain, probablement au début du XXe, entre 1908 et 1931, précis. Mais voilà. Et après, ils ont fait toute une mise en histoire en disant, avant le colonialisme, c'est logique que ce soit là-bas et à telle date, avant le colonialisme au début du 19e, enfin avant la colonisation au Cameroun, il n'y avait pas trop d'armes à feu, ils chassaient beaucoup moins les chimpanzés, voilà. Mais avec l'arrivée des colons, il y a eu beaucoup plus d'armes à feu, donc plus de chasse, plus de découpes. À chaque étape, on a plus de risques qu'un chasseur se fasse infecter, et après que le virus s'adapte aux humains et puis se diffuse ensuite dans la population humaine. Et ça, c'est assez convaincant comme ça peut paraître assez sexy. Et du coup, comme c'est devenu un peu un modèle un modèle marchand pour toutes les nouvelles maladies émergentes, avec comme perspective, avec l'expansion démographique humaine, ce qu'on appelle l'anthropisation, donc comment les humains viennent grignoter les ressources en quelque sorte, ça va faire plus de contact avec les animaux et donc de plus en plus de risques de maladies émergentes. Et en plus des risques pour la conservation des grands singes aussi, dans l'autre sens. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait à la fois de la revue de la littérature et des enquêtes de terrain au sud-est Cameroun, avec une anthropologue, Stéphanie Rupp, qui travaille là-bas depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans même, depuis les années 90. Et ce qu'on dit dans cet article, c'est que d'abord, c'est trop simpliste, et en plus, c'est focalisé sur la chasse. Or, il y a des SIV, donc des virus de l'immunodéficience simienne, donc du VIH des singes. Chaque espèce de singe a son propre SIV. Et par exemple, le SIV du chimpanzé, le SIV du gorille, il vient du SIV du chimpanzé. Or, les gorilles sont absolument pas connus pour chasser des chimpanzés. Enfin, ça n'a jamais été observé. Même des batailles entre un gorille et un chimpanzé, c'est extrêmement rare. Et il y a plusieurs exemples comme ça de transmission de SIV entre espèces de primates qui ne peuvent pas être expliqués par des comportements de chasse. Ensuite, les contacts entre les humains et les grands singes existaient bien avant le développement des armes à feu. Et il y avait même des armes à feu avant la colonisation. Et il y avait toute une mobilité, tout un marché qui existait bien avant la colonisation. Donc sans rentrer dans les détails ici, mais pour dire qu'il y avait beaucoup plus de paramètres et qu'au lieu de cette explication un peu simpliste et caricaturale, on proposait quelque chose de beaucoup plus complexe, montrant que c'est multifactoriel et qu'il y a plein d'aspects sur les mobilités humaines, le commerce de l'ivoire, les écologies forestières, les manières de chasser aussi, bien sûr, hein, mais il n'y a pas que ça. Et par exemple aussi, un truc qui était marquant, c'est que oui, les fusils pouvaient se développer au début de la colonisation, mais non, les populations locales n'y avaient pas accès, parce que le sud-est du Cameroun était une zone de révolte importante contre les colonisateurs, allemands, français, allemands, je ne sais plus dans quel sens là. Donc les fusils n'étaient absolument pas donnés aux locaux, c'était les administrateurs coloniaux qui les avaient. Donc c'était pas si simple que ça. Donc bref, en partant de cette idée-là, du cut hunter, donc du chasseur qui s'est coupé, qui est vraiment un modèle pour les virologues assez important, quoi. Et qui, du coup, derrière, ça a des conséquences en termes de santé publique, de sensibilisation, de politique sanitaire. On s'est dit que c'était important de repenser la notion de contact. Donc moi, j'ai fait une revue de la littérature et j'ai pu montrer que le terme de contact, alors qu'il est extrêmement important dans la chaîne de transmission, il est très mal défini. Sur un peu moins de 200 papiers, il n'est jamais clairement défini. On peut parler de close contact. Pour certains, c'est avec les fluides biologiques, on le comprend indirectement. Et pour d'autres, c'est un partage d'habitat. Donc il y a vraiment plusieurs corpus de données qui utilisent des termes identiques, qui ne sont pas définis. Et donc nous, on a proposé des termes plus précis de contact physique, de contact environnemental à travers le chevauchement spatial, et essayer de montrer en méthodo comment on pouvait intégrer ces différentes dimensions de contact pour les penser ensemble, et considérant aussi les processus socio-historiques qui viennent modifier les modalités de contact, y compris les politiques de conservation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les liens entre politique de conservation et risques sanitaires. Donc, par exemple, on a fait quelque chose là, vraiment centré sur les contacts physiques, parce que c'est considéré comme le plus à risque pour les virologues. Au sud-est Cameroun, puisque c'est la zone d'origine du VIH théorique,
où il y a 9 espèces de primates, dont 2 espèces de grands singes, les gorilles et les chimpanzés. Et alors, je vais aller vite parce que sinon on ne va pas y arriver. J'ai mis en place une méthode mixte assez complexe et qui fait appel ici des transects d'écologie, là des enquêtes de viande de brousse, des entretiens semi-directifs et de l'observation participante, mais aussi des questionnaires quantitatifs, pour déterminer sur ces différents types de contacts physiques, être blessé, chassé, vendre ou acheter, découper, cuisiner, manger, les fréquences d'exposition. La plupart des papiers jusqu'ici, ils nous disaient, je ne sais pas moi, 60% des gens sont exposés à la consommation de gorilles, et la question c'était, est-ce qu'au moins une fois au cours de votre vie, vous avez chassé un gorille? Oui, non. Ce qui n'est pas du tout pareil que si c'est une fois par semaine, une fois par mois. Et donc pour avoir accès à cette fréquence d'exposition, j'ai mis en place un suivi participatif, donc ça c'était bien la galère. Pendant 2 mois, j'ai formé 18 villageois dans un même village pour qu'ils remplissent eux-mêmes tous les soirs. Ils n'ont pas de consigne, ils font ce qu'ils veulent, ils restent à la maison, ils vont dans la forêt, ils font ce qu'ils veulent. Mais le soir, ils me disent, pour ces espèces de primates, j'ai vu une crotte, j'ai entendu une vocalisation de telle espèce, j'ai vu un individu, j'en ai mangé, j'en ai vendu, j'en ai acheté, voilà. Tous les types de contacts, pas que physiques en fait, aussi environnemental. Et donc ce qu'on a montré, et pareil avec le questionnaire, mais le questionnaire c'était en approximation, c'était est-ce que c'était il y a un jour, une semaine, un mois, un an, plus d'un an, et on transformait ça en quantitatif, à peu près. Et donc ce qu'on a montré, c'est que donc là vous avez plus c'est haut, plus c'est en contact, hein, en termes de fréquence, c'est des pourcentages de jours. Donc 14, c'est en gros une fois tous les 6 jours, une fois par semaine, quoi. Donc les femmes, en moyenne, vont acheter ou vendre des petits singes, donc les 7 espèces de petits singes tout confondus, environ une fois par semaine, et en manger une fois tous les 10 jours, à peu près. Et les hommes, à peu près, un peu moins, mais à peu près pareil. Et on n'avait pas de distinction homme-femme, à part pour la chasse, et surtout, et après j'arrive pour la question, et c'était pareil entre questionnaire et volontaire, c'était assez cohérent, là où les grands singes sont beaucoup plus à risque en termes de proximité génétique, les contacts avec les petits singes sont 10 à 15 fois plus fréquents. Oui. Est-ce qu'il y a des niches dormantes du virus? On pose la question différemment, quelle est la demi-vie du virus dans les excréments par exemple? Mais ça dépend des virus, ça. Oui. Et comme on partait, je vais en parler après, comme on est parti sur des excréments, après en analyse biologique, on n'a pas les mêmes virus que sanguins, quoi. Donc voilà, il y a plein de... Mais ça dépend beaucoup des virus. Il y en a qui résistent à l'environnement, d'autres qui sont très sensibles, donc voilà. Voilà, donc ça l'idée c'est vraiment de montrer que dans la littérature on nous disait les grands singes c'est beaucoup plus à risque, machin, et alors que les petits singes en termes de fréquence c'est 10 à 15 fois plus, oui. Une autre question, mais pourquoi vous avez séparé les hommes et les femmes dans les cultes? Parce que d'après la littérature, il y a tout un truc genré en disant, Wolf, là, le virologue d'il y a 20 ans, on n'était pas tout à fait d'accord a priori, mais on voulait lui répondre, qui disait les hommes chassent, les femmes découpent. Du coup, il faut adapter les politiques sanitaires de sensibilisation en sensibilisant les hommes spécifiquement aux dangers liés à la chasse et en sensibilisant spécifiquement les femmes aux dangers de la découpe. Et en fait, c'est une simplification importante parce que les hommes, ils découpent aussi, largement. Alors les femmes font plus la cuisine que les hommes, c'est clair, et les hommes chassent plus que les femmes. Les femmes chassent quasiment pas. Elles peuvent aller relever des pièges ou accompagner un homme à la chasse au fusil, mais elles ne vont pas tirer au fusil, quoi. Donc il y a un truc genré quand même, hein, homme-femme, mais de là à dire, comme disait le virologue, là, il faut changer les modalités de sensibilisation au risque, ça nous semblait... voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Voilà. Après, on a étudié 2500 carcasses sur des marchés informels, alors c'est interdit, hein, donc on a fait ça de manière un peu cachée avec des enquêteurs locaux. Sur les 2500 carcasses, il y avait 80 carcasses de grands singes et 420 de petits singes sur une année. Et on a regardé s'ils étaient vendus frais, fumés. Donc la viande fumée, vous voyez, c'est on fait fumer au-dessus du feu parce que ça se conserve plusieurs mois, découpés ou entiers. La question étant, qu'est-ce qui se passe sur un marché? C'est-à-dire, au-delà du fait de tuer un singe et de le prendre, après, comment sa carcasse est diffusée et sous quelle forme? Et là encore, c'était vachement intéressant parce que les grands singes sont quasiment tous vendus, fumés et découpés. Et nos entretiens en parallèle, les chasseurs nous expliquaient, bah oui, en fait, on les... Non, ça, j'en parle après. Alors que les petits singes étaient quasiment tous vendus entiers, enfin 2/3, entiers et frais. Du point de vue du risque sanitaire, ça n'a rien à voir. Un animal entier et frais, le chasseur, il n'a aucun risque à peu près, hein. Il tire, il attrape par la queue, il le met dans son sac, il le donne à un vendeur, c'est fini, si l'animal est bien mort en tout cas. Alors que de découper un gorille par exemple et de le fumer, là on a vraiment les mains dedans. Et dans une ville où il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes,
avoir plusieurs petits singes frais et entiers, là aussi, si le singe il est contaminé par un truc et que ça commence à passer, on est au cœur du marché, quoi. Donc c'est pas du tout pareil. Donc pour dire que finalement les risques avec les grands singes, là encore, c'est pas la même type de risque. Les petits singes, c'est à peu près tout le monde et moins les chasseurs, et les grands singes, c'est plutôt les chasseurs. Et ce qu'on a montré aussi, grâce aux entretiens, c'est que avant la conservation, là on est en lisière du parc national de l'Aubéké qui a été créé dans les années 80. Avant la conservation, les gorilles, quand ils étaient abattus, pas tout le temps, mais régulièrement, le chasseur allait chercher des copains au village pour le ramener entier. Parce que c'est considéré comme ce qu'ils nous disent en français localement comme un animal féroce, comme le léopard, comme l'éléphant. Et donc il faut que les enfants, là on est vraiment dans la grande grande forêt, hein, je ne l'ai pas dit, mais on n'est pas en Mosaic Forest Savane, c'est des centaines de kilomètres de forêt, qu'on n'est que dans la forêt. Et les villages sont près des routes et donc ça a été ouvert, mais la forêt elle est au bout du jardin, quoi. Et donc il fallait expliquer aux enfants c'est qui le gorille, comment on doit se comporter si on lui fait face dans la forêt, parce que c'est dangereux. Et avec la mise en place du parc national, évidemment, on ne fait plus ça. Et ils ont changé leur manière de découper les gorilles pour enlever la peau, ce qu'ils n'enlevaient pas avant, pour éviter que la viande soit détectée facilement par les éco-gardes. S'ils se font arrêter par des patrouilles de contrôle, si on laisse de la peau de gorille, ben, ça se voit que c'est du gorille, quoi. Si on découpe en petits morceaux de viande et qu'on a tout enlevé, ça se voit moins que c'est du gorille. Donc ils font tout en forêt, et après ils ramènent. Et ils retirent aussi les os, parce qu'un os de fémur de gorille, c'est comme un os humain, et il n'y a aucun autre animal qui a un os aussi gros. Et donc ils enlèvent ça, là encore, pour avoir moins de chances de se faire arrêter. Donc ça, j'ai trouvé ça, moi, hyper intéressant, comment ces changements de pratiques de découpe, entraînant des risques différents du point de vue sanitaire, pouvaient être induites par des politiques de conservation. Enfin, je continue dans l'ajout de couches, mais la question c'était, alors, ok, il y a des contacts différents en fonction des espèces, mais est-ce que c'est lié à l'abondance des espèces? On pourrait se dire, mais ils sont moins en contact avec les grands singes parce qu'il y en a moins, tout simplement, voilà, probabiliste. Et donc ça, c'est le village. Tout ce qui est blanc, c'est de la forêt, mais les trucs en orange, c'est des réseaux de pistes. Et ça, c'est le début du parc national qui était à 20 km du village. Et donc on a mis en place des transects, donc des chemins de 1 km à 1 km, 10 km et 20 km du village, qui ont été parcourus une fois par mois pendant 1 an pour avoir les indices de présence des différentes espèces de singes. Et donc construire un indice d'abondance relative, c'est-à-dire prenant en compte à la fois plus il y en a, mais aussi la proximité au village. En se disant, on veut avoir une valeur pour une espèce permettant de la comparer aux fréquences de contact. Donc je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, plus une espèce est proche du village et abondante, plus on s'attend à ce qu'il y ait des contacts physiques importants avec elle. Un truc probabiliste, j'ai plus de chances de tuer une espèce qui est facilement accessible. On a fait des corrélations très simples, hein. En bas, c'est l'indice d'abondance relative, et là, c'est les fréquences de contact. Ici, c'est pour le type de contact physique, la découpe, et on voit qu'on a une relation significative, c'est-à-dire qu'on a bien, plus l'espèce est abondante, chaque point, c'est une espèce de primate, plus l'espèce est abondante, plus le contact physique est important, mais les 2 points verts, c'est les grands singes, et donc, en gros, leur contact physique observé, là, la découpe, est moins important que ce qu'on attendrait d'après leur abondance relative. Autrement dit, il y a une sorte de sous-sélection par les humains des grands singes. Ils les tuent moins, ils les découpent moins que ce qu'on attendrait par rapport à leur abondance relative. Hop, donc ce qu'on a montré là, c'était vraiment l'idée de, là encore une fois, je sais que je vais vite, mais c'est pour montrer plein de petits trucs qu'on fait, mais comment on a cherché à venir déconstruire cette notion de contact et vraiment d'aller au cœur du terrain et qu'est-ce qui se passe vraiment entre ces humains et ces primates. Donc on a fait ça à peu près, le comportement, l'abondance, les manières d'utiliser l'habitat, enfin ça je ne l'ai pas présenté, mais voilà. Et la grande question après, c'était comment cette connaissance des contacts peut nous informer sur le partage de micro-organismes, et j'ai presque fini, puisque d'après Tamara Gilverny, qui est une historienne anthropologue qui va encadrer un postdoc à Pasteur, elle disait, si les biologistes ont les outils pour constater une transmission, de dire tel virus, il était là, il est venu là, ça c'est les biologistes qui peuvent nous le dire, ils ne sont pas armés pour expliquer pourquoi il y a eu cette transmission. Et ça aboutit à des interprétations simplistes et caricaturales sur, en Afrique centrale en tout cas, les chasseurs, avec un discours qui est repris par les conservationnistes et du coup une résonance entre il ne faut pas chasser parce que c'est pas bon pour la biodiversité et en même temps il ne faut pas chasser parce que vous menacez la santé mondiale humaine. Donc ça rentre en résonance.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté des crottes d'humains, de chimpanzés et de gorilles dans cette zone, en plus de tout ce qu'on a fait là. Donc ça, c'est tout pareil que ce que je vous ai présenté. Donc on a collecté une quinzaine de crottes de gorilles, 6 chimpanzés et 22 humains. C'est un peu galère à faire, évidemment, pour les gorilles en tout cas, et les chimpanzés. On a travaillé avec l'hôpital Saint-Louis et on a comparé ça avec un zoo européen où on a regardé comment les soigneurs, donc les humains qui s'occupent des grands singes, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les grands singes, et on a collecté les crottes de ces soigneurs humains, des gorilles et des chimpanzés, considérant le zoo européen un peu comme un contrôle positif, disons. On s'attendrait à beaucoup plus de partage de virus. Et on a regardé les virus présents dans les crottes, donc le virome intestinal, la diversité virale, et est-ce qu'il y avait du lien entre humains et grands singes. Ça, je vais passer, tant pis. Hop, hop, hop. On s'attendait en fait à ce que on ait plus de partage du micro-organisme entre des humains et des chimpanzés, parce que le chimpanzé est plus proche de l'humain que du gorille, et qu'il y en ait beaucoup plus au zoo qu'au Cameroun. Et en fait, on a eu tout l'inverse. On a remarqué que, hop, voilà, on a remarqué ici, donc là, chaque point, c'est un échantillon, chaque couleur, c'est une espèce et un endroit. Les chimpanzés du Cameroun, ici, les chimpanzés du zoo, ici, les gorilles du zoo, les gorilles du Cameroun, les humains du Cameroun. Et les humains du zoo sont là. Et en fait, là, on avait le plus de proximité, c'était entre les humains au Cameroun et les gorilles. Et donc là, on s'est dit, mais si on n'avait pas fait tous les autres trucs en même temps, là, de contact, on n'aurait pas du tout compris pourquoi. Et c'est probablement parce que d'abord, les gorilles sont beaucoup plus abondants que les chimpanzés, mais aussi, ce que je ne vous ai pas présenté là, on a montré qu'ils étaient beaucoup plus impliqués dans les pillages des champs. Et en fait, les champs sont des plateformes, les champs agricoles en forêt peuvent jouer comme un rôle de plateforme spatiale et temporelle de facilitation de contact, parce que à maturité des cultures, les gorilles vont venir piller et les humains vont rester dans leurs champs pour protéger, donc déféquer aussi dans les champs et rester plusieurs jours. Et donc ça fait, à un moment donné, un endroit donné un peu réduit, des contacts qui peuvent faciliter ça. Et on a montré aussi qu'il y avait plus de contacts physiques avec les gorilles qu'avec les chimpanzés. Donc on ne répond pas totalement, mais on a des pistes grâce à notre approche interdisciplinaire pour expliquer pourquoi on a un résultat biologique inattendu. On était vachement content de l'avoir parce qu'on aurait très bien pu avoir un truc tout à fait attendu, ça aurait été intéressant aussi, mais c'était d'autant plus intéressant d'avoir ça. Voilà, hop. Et donc, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est pas vraiment un paradoxe, mais c'est intéressant parce que pour les virologues, la proximité phylogénétique entre humains et chimpanzés augmente le risque de passage en raison de la compatibilité, quoi. Alors que pour les anthropologues, la ressemblance entre humains et chimpanzés, je ne vous l'ai pas montré ça, mais en fait les locaux nous disent les chimpanzés c'est vraiment comme un humain, c'est très difficile à tuer, il faut avoir du cœur, il faut avoir du courage parce qu'en fait on n'a pas envie de le tuer, il nous dit non, non, non. Alors qu'un gorille, ça pille les champs, c'est beaucoup plus, ça nous emmerde, donc on veut bien aller le tuer. Et donc, et voilà, donc cette proximité, cette ressemblance entre humains et chimpanzés, en fait ça diminue, on pourrait dire, ça diminue le risque de transmission, là où pour les virologues ça l'augmente. C'est pas incompatible, hein, c'est juste. Et maintenant, on fait un peu la même chose, mais avec toutes les espèces animales dans le site de long terme en RDC. Je ne vais pas en parler parce que j'ai pas le temps. Donc, du coup, moi, ce que je voulais vous présenter, donc c'était un peu plein de trucs différents, mais moi, ce que j'essaye de vous dire, en tout cas, c'est l'importance de caractériser un endroit particulier qu'on appelle socio-écosystème ou comme on veut, et sa dynamique, que c'est change dans le temps, que les politiques de conservation ou la recherche vient modifier comme les politiques publiques, comme les enjeux économiques et tout ça, viennent modifier toutes ces dynamiques, que ces politiques de gestion environnementale, parce que maintenant, je ne sais pas si vous connaissez les projets de stockage de carbone avec le REDD+, un truc il y a 15 ans, d'acheter des droits à polluer quoi, pour les pays du Nord dans les pays du Sud, et ça vient encore tout modifier les questions de foresterie en RDC, et de sortir de discours trop simplistes que les humains sont pas bons pour la nature et que machin... Parce que si on commence à vraiment creuser, bien sûr qu'on peut trouver des cas où ça colle bien avec le discours général, mais il y a aussi beaucoup de cas où ça ne colle pas, et il me semble que c'est ceux-là qui sont plus importants et plus intéressants. Et donc ce que j'essaye de faire à terme, mais ça va prendre du temps, c'est vraiment relier les enjeux de conservation et de santé dans un même socio-écosystème pour essayer de comprendre comment dans un même territoire, des politiques vont venir s'entrechoquer entre des enjeux plutôt santé publique ou plutôt conservation. Merci pour votre attention. Désolé, c'était un peu long.